Il est des hommes que l'on reconnaît non à leur titre, mais à la force tranquille de leurs idées et à la constance de leur engagement. Pierre-Yves Rougerion est de cela. Né en 1986 au Mans, dans une famille profondément ancrée dans les traditions gaullistes, il grandit dans un environnement où l'amour de la France, la souveraineté nationale et la rigueur intellectuelle sont des évidences. Très tôt, l'histoire politique de notre pays l'interpelle, le fascine et surtout l'oblige. En 2004, il monte à Paris, la tête pleine de questions et le regard tourné vers les grandes figures du passé. Il entame des études longues, tout d'abord à l'université Paris-Panthéon-Assas, où il obtient une maîtrise en sciences politiques, puis à l'école de guerre économique, où il se forme aux enjeux de l'intelligence économique, avant de parachever sa formation en économie du développement. Mais pour lui, les diplômes ne sont que des outils au service d'une mission plus vaste, comprendre le monde et agir sur lui au moyen des idées. Son engagement politique débute au sein de l'UMP, mais très vite, il se heurte à la trahison des élites. En 2005, alors que la volonté populaire s'est exprimée contre le traité constitutionnel européen, l'UMP se détourne de la souveraineté nationale. Rougerion claque la porte. C'est les débuts d'un chemin plus solitaire, mais aussi plus libre. En 2008, il fonde le Cercle Aristote. Ce nom n'est pas choisi au hasard. Il veut restaurer la pensée, faire vivre les débats, former une génération de jeunes Français capables d'allier hauteur de vue et enracinement national. Le cercle devient rapidement un lieu à part dans le paysage intellectuel français. Des conférences de qualité, un public varié et des idées puissantes. Pierre-Yves Rougerion s'illustre non seulement comme un organisateur, mais également comme un penseur. Avec sa revue Perspective libre et ses livres-paroles incisives, il s'impose comme une figure majeure du renouveau souverainiste. Ses influences sont à chercher du côté de Pierre Lelouch, du général gallois, des figures gaullistes, nationales, d'action, de pensée stratégique et d'indépendance nationale. Ce soir, c'est un esprit libre que nous recevons. Un homme qui, loin des cercles de pouvoir, a fait le choix de la parole publique et du combat intellectuel. Pierre-Yves, fondateur du Cercle Aristote, est avec nous pour nous parler de l'euro. Est-il un frein ou un levier à la souveraineté économique nationale? Un thème brûlant à l'heure où la France cherche à se redéfinir face à des institutions monétaires qui parfois l'enchaînent plus que ne l'émancipent. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Alors déjà, pour éviter que qui que ce soit reproche à la si professionnelle organisatrice ce retard m'est entièrement imputable à moi et surtout à mon analphabétisme technique. Donc, est-ce que vous voulez que j'embraye directement ma chère, sur le sujet? Oui, Très je bien. vous en prie. Donc, alors déjà, je vais tuer le suspense rapidement. En tout cas, plus rapidement que l'euro est en train de nous tuer. L'euro ne pouvait pas être un levier de croissance. Le- il n'a pas été fait pour ça, il n'a pas été pensé pour ça. Et malheureusement, euh, il ne l'a pas été pour nous. Il ne l'a été que pour un ou deux pays qui en ont profité en termes, si vous voulez, quasiment de parasitisme économique, ce qu'on appelle en économie tout simplement la théorie du passage clandestin, ce qu'on appelle ça en économie et en sociologie. Hein, Or, pour la quasi-totalité des pays qui l'ont adopté, et particulièrement pour la France, l'Italie et dans une moindre mesure l'Espagne, l'expérience de l'euro est une saignée économique. Donc, nous allons essayer, si vous le voulez bien, de débroussailler ce sujet, parce que là, on touche un sujet vraiment qui pique. Certains d'entre vous pourraient me dire, ah bah oui, mais bon, vu ce que Marine Le Pen, par exemple, a fait de ce sujet, mieux vaudrait peut-être que on l'oublie à tout jamais. On ne peut pas. On ne peut pas. Je peux vous expliquer dans les questions pourquoi elle a foiré sur ce sujet-là. Ce n'est pas ce sujet-là qui fait qu'elle n'arrive pas au pouvoir, quoi qu'elle en pense. Et le, nous, je comprends tout à fait que certains aient peur d'y toucher politiquement parce qu'ils pensent se prendre un retour de bâton par les classes âgées. Je vais vous démontrer que les classes âgées, de toute façon, sont en train d'être saignées parce que l'euro est une monnaie qui devait nous sauver et qu'on doit sauver à longueur de temps et au prix de la livre de chair, comme l'écrivait Shakespeare. Donc,
L'euro est un projet politique, d'accord? Je pense qu'il faut toujours l'ouvrir, enfin ouvrir ce sujet par cette porte-là. L'euro était un non-sens économique et nous allons voir quand nous allons voir l'histoire de l'euro, le pourquoi l'euro. Mais d'abord, je voudrais que nous commencions par un point global sur la monnaie. D'accord? Parce que selon les présupposés de quelqu'un qui vous parle de la monnaie, si cette personne vous avoue ses présupposés, vous pourrez évaluer son degré d'honnêteté. La monnaie n'est pas un sujet économique comme comme un autre. Alors vous me direz, aucun sujet économique n'est anodin, oui, bien sûr, mais il y a des summa divisio ici comme ailleurs. On ne parle pas de frontières innocemment en économie, on ne parle pas de monnaie innocemment. Or, vous pouvez tout à fait m'objecter, si vous appartenez à l'école libérale, ce qui est tout à fait votre droit, la monnaie est un voile, elle a trois utilités, qui sont des utilités d'échange, de théorisation, de spéculation, point, barre, ligne. Or, je pars d'un point de vue totalement différent, vu que j'appartiens à la grande famille qu'on appelle LD de l'économie hétérodoxe, qui est une somme de courants, de très vieux courants, qui s'intéressent entre autres à la question monétaire. Je vais juste non pas vous en détailler, mais vous rappeler quelques faits d'histoire économique. Le pays qui a donné le plus d'alternatives économiques à l'économie néoclassique, dont vous vivez avec moi la lente mort, hein, parce qu'en réalité, ce que nous avons vécu depuis les années 80, sous le mot, si vous voulez, problématique de néolibéralisme, là encore dans les questions, si vous le souhaitez, et j'en répondrai, mais c'est un retour pur et simple aux fondamentaux de l'économie néoclassique, agrémenté de ce que les prix Nobel libéraux des années 80 y ont ajouté, mais on retrouve à peu près tous les problèmes, enfin tous les biais cognitifs de l'économie néoclassique, donc la totale rationalité de l'agent, enfin des présupposés qui sont tout à fait logiques avec toute cette pensée du 19e siècle, qui malheureusement ont été écornés par, évidemment, par le keynésianisme, par l'économie comportementale, par les théories sur la symétrie d'information, etc., etc., etc. Donc, c'est un grand retour 19e qui a lieu depuis les années 80, et bien sûr, sur les questions monétaires, on est allé encore plus loin, alors que le pays qui a donné le plus d'alternatives, c'est l'Angleterre. Très clairement. C'est l'Angleterre, dans une moindre mesure l'Allemagne et la France, mais c'est avant tout l'Angleterre. Je vous rappelle cet ouvrage magistral sur les théories des monnaies et du crédit, qui est l'ouvrage de l'immense Charles List, un immense historien de la pensée économique, qui est un ode à l'Angleterre, parce que on parle évidemment de Marx. Alors vous allez me dire, mais Marx c'est un penseur allemand, pas du tout. Le Marx intellectuellement est un classique anglais, très clairement. Il a quelques points de délirium avec l'immense respect que j'ai pour lui intellectuellement, mais bon, quand il parle des forêts primaires germaniques, bon, ça c'est un lieu commun de la pensée allemande du 19e, mais il a passé toute sa vie à la British Library. Bon, et il a, disons, tous les traits d'un libéral anglais. D'ailleurs, une grande partie de ces hypothèses économiques sont des hypothèses retournées des néoclassiques anglais, de Ricardo particulièrement. Donc, si vous voulez, à côté de Marx, vous avez des tas d'écoles qui reposent sur l'étude du fait monétaire. Vous avez les circuitistes, vous avez, vous avez une somme, disons, alors l'une des figures les plus connues, elle est littéraire, c'est Chesterton de ce monde-là, ou Belloc, l'immense historien britannique. Donc, si vous voulez, vous avez des tas de petites écoles qui travaillent avant tout sur la monnaie et sur le fait que la monnaie n'est pas du tout un voile. La monnaie n'est pas uniquement un instrument d'échange, de théorisation, de spéculation. Elle est
l'expression d'un pouvoir. Évidemment, la plus belle fleur de ces alternatives, c'est Lord Keynes, dont les écrits monétaires sont enfin traduits, enfin ont mis des décennies à être traduits en France, on se demande bien pourquoi. Et, et évidemment, aujourd'hui, vous avez ce que les gens confondent avec du keynésianisme et qui n'en est pas, qui est une autre théorie monétaire extrêmement puissante, qui sont les chartalistes et néo-chartalistes, la New Modern Economic Theory, New Modern Monetary Theory, pardonnez-moi. Et le problème, c'est que tous ces débats-là ne peuvent pas avoir lieu en France. Ils ont lieu partout dans le monde, ils ne peuvent pas avoir lieu en France. Pourquoi? L'euro. Et tout simplement, l'euro a été un projet politique qui a permis que toute alternative soit liquidée à la base. D'accord? Donc, ce qui ne veut pas dire nécessairement, j'ai eu l'honneur d'avoir dans mon équipe un des pionniers du néo-chartalisme français qui manque à nos mémoires, à nos cerveaux et surtout à nos cœurs, qui s'appelait Jean-Baptiste Bersac, qui a été enlevé beaucoup trop tôt à notre affection, mais vous avez des tas d'écoles qui ont travaillé sur le rôle de la monnaie. Il y en a une que je vous recommande parce que particulièrement, puisque l'une des plus belles fleurs en a été Jacques Sapir, qui est l'école de la régulation. Toutes les théories de la monnaie souveraine. Parce qu'en réalité, la monnaie, c'est du pouvoir pur. Du pouvoir pur marqué en pièces. D'ailleurs, c'est le rôle des grands historiens des étalons monétaires, Barry Eschengreen, le regretté Norman Palma en France, qui me faisait l'honneur de son amitié, de l'avoir remarqué. C'est-à-dire que une monnaie, c'est la marque d'un pouvoir. C'est d'ailleurs, vous le savez, pour ça qu'on marquait les pièces de monnaie depuis la plus haute antiquité du sceau du pouvoir et que la fausse monnaie était euh, un crime d'État et était payé comme tel. Or, et là, on a innové, c'est-à-dire qu'on a fait on a voulu encadrer le pouvoir monétaire pour, euh, pour l'occulter, pour le dépolitiser et pour pouvoir justement, parce qu'il y a un côté performatif dans une part du discours libéral sur la monnaie que l'euro incarne de manière, enfin, que l'euro incarne de manière caricaturale, là où des régimes libéraux ne l'ont pas fait. J'y reviendrai. Alors, voilà d'où je parle. Je parle comme quelqu'un qui pense, je vais vous citer l'auteur Will Rogers, qu'il y a eu trois grandes inventions dans l'histoire de l'humanité, le feu, la roue et la banque centrale. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la maîtrise de la monnaie donne à celui, à l'institut qui l'émet, et donne à ceux qui peuvent soit s'en réclamer, soit la dénier aux autres, un pouvoir hors norme. Je vais vous donner un exemple immédiat. Comme vous le savez, parce que je sais que dans ce cénacle, j'ai la chance d'avoir un public qui sait déjà quasiment tout, donc ou peu s'en faut. Comme vous le savez, quand on vous accorde un prêt, on ne fait pas transiter vers vous une somme prise sur les réserves prudentielles de la banque. Bien sûr que non. On crée de la monnaie ex nihilo. Vous voyez ce pouvoir. Et là, ça, c'est un pouvoir que même des banquiers privés ont. Alors vous imaginez une banque d'État. Vous imaginez une banque centrale. Le pouvoir que ça a. D'accord? Eh bien, c'est justement pour, comment dire, enlever ce pouvoir à la démocratie qu'on a fait l'euro alors qui est vraiment la quintessence du programme néoclassique pour
pour le monde et qui devait être une expérience pilote qui aurait dû être suivie d'autres unions monétaires, mais je pense sincèrement que peu tenteront cette folie vu les résultats dramatiques du modèle européen, mais qui a quand même, enfin cette pensée s'est déclinée avec d'autres visages partout dans le monde. Donc, alors pourquoi l'euro est parti? C'est très simple. On a fait croire, et de là d'ailleurs à utiliser un moyen qui, si l'idée de départ n'était pas la corruption, l'idée d'arriver y ressemblait malheureusement, on a voulu faire avaliser la théorie selon laquelle l'Europe était une zone économique optimale. Or, la théorie de la zone économique optimale, il faut savoir qu'elle a été faite par un certain nombre d'économistes, dont le plus célèbre, qui a fini par se ranger, par devenir propagandiste européiste, parce qu'il y avait des intérêts personnels. Pendant le plus clair de l'existence de cette notion, elle ne s'appliquait pas à l'Europe et l'Europe n'avait aucun des critères pour en faire partie. Or, tout simplement parce que une simple observation économique sur un temps moyen comment dire, donne le premier trait de cette zone qui est la divergence. Nos identités économiques divergent. Alors, là encore, en acceptant le terme d'identité économique, vous voyez à qui vous parlez. Je pense que l'économie, c'est le rapport à l'autre, par l'échange, à la production, donc à la transformation de la matière, et c'est évidemment l'ombre portée de rapports individuels, mais surtout de rapports collectifs, c'est la question des classes, et c'est la question du système monétaire international et du système économique international. Donc, de l'interaction du nous collectif dans sa dimension économique avec d'autres nous collectifs. D'accord? Donc, à titre personnel, je ne pense pas que ce qui marche chez un peuple marchera nécessairement chez un autre, que tout le monde a le même rapport à la production, que tout le monde a le même rapport à la monnaie, que tout le monde a le même rapport par exemple à l'inflation. Voilà, je pense, et c'est ce que j'ai retenu de l'économie du développement, je pense qu'il y a ce qu'on appelle en économie du développement un chemin, et que chaque pays en a un par rapport à sa vision de l'économie, à sa vision des rapports sociaux. Il est tout à fait normal que quand vous ayez une zone avec plusieurs pays, eh bien, ces pays divergent plus ou moins, et dans le cas européen, divergent énormément. Divergent énormément par le fruit de l'histoire, je pourrais y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Et donc on a décidé de nier cette réalité, de la nier de manière autoritaire pour accéder aux rêves des hommes de Jean Monnet, c'est-à-dire d'avoir, non pas... Vous voyez comment ces gens-là voient la monnaie. L'euro est vu, je vais vous reprendre une image qui a été donnée par mon regretté ami Norman Palma, qui est un auteur que je vous recommande, puisque lui, il avait vu la crise de l'euro dans les années 70. La fin des années 70, ça a brisé sa carrière universitaire d'ailleurs. Mais voilà, la quasi-totalité de ses prédictions se sont avérées justes, malheureusement. Je ne sais pas si vous voyez dans les abattoirs ce qu'on appelle le corralito, le corral à bestiaux. C'est-à-dire, vous faites, par exemple pour les bœufs, vous les mettez dans un étroit couloir, et donc ils vont y arriver un par un et seront à terme éliminés. Eh bien, c'est à peu près la situation économique que vous avez, et par rapport... c'était la volonté d'utiliser l'euro pour nier ces différences, pour faire une espèce, et c'est pour ça que ça a débuté avec les théories de serpent monétaire. L'image est très juste, mis à part que c'est pas un serpent, c'est un tunnel. Vous voyez, un tunnel
dont vous ne sortirez pas. D'accord? Alors vous me direz, quels étaient, euh, vous me direz, donc le but c'était la fédéralisation de force. Oui, bien évidemment. Pour une raison qui est très simple. Ceux qui, je vais reprendre une image que j'ai prise ailleurs, et peut-être, au cas où il y aurait des gens du Discord du Cercle Aristote que je salue, peut-être l'avez-vous déjà entendu ici. Mais bon, comme disait de Bonald, entre la nécessité de parler et l'inconvénient de se répéter, il n'y a pas à balancer. En réalité, vous savez que ce qui a fait l'échec des théories anarchisantes, qui sont plus des théories morales que politiques pour la plupart, c'est qu'elles attaquent l'État de l'extérieur. Or, il y a une chose que les hommes de Jean Monnet ont compris mieux que personne, c'est que le meilleur moyen, et ce n'est pas pour rien, ils appartiennent au temps des organisateurs, ils appartiennent au fonctionnalisme, ils appartiennent aux hommes de Burman. Donc, ils pensent que on ne peut détruire un État qu'en retournant une partie de sa force contre lui, vous voyez. Si cette main est la main la plus solide du monde, je dois utiliser l'autre main la plus solide du monde pour la détruire. C'est-à-dire que je dois prendre l'État et faire en sorte, non pas de l'attaquer de l'extérieur, ça n'a pas marché ça, mais de retourner la puissance de l'État contre elle-même pour pouvoir le dissoudre en petites fonctions attrapables par les classes sociales supérieures, par l'intermédiaire d'une grande agence capitalistique, ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire de démantibuler les États en leur prenant la logique étatique, c'est-à-dire en les neutralisant comme États. Et bien sûr, ces gens-là n'étant pas idiots, ils savent que les pouvoirs de l'État se répondent. Si vous perdez la monnaie, vous perdrez les frontières, vous perdrez le budget, et à la fin, vous perdrez tout. Bien sûr, le but est de couper comme on coupe dans la gangrène, vous voyez, un doigt après l'autre, pour éviter, le cas échéant, les résistances populaires. Parce que, alors évidemment, le projet là-dessus, c'est aussi, et bien évidemment, que en prenant ces pouvoirs à l'État les uns après les autres, vous retirez toute effectivité à la décision publique, et donc vous retirez tout fondement à la démocratie. En réalité, ce sont des gens. J'ai interrogé plusieurs d'entre eux lors de l'écriture de mon premier livre. Ces gens ont une vision absolument atroce de la démocratie, c'est-à-dire qu'ils ont une vision que vous n'avez pas à me croire sur parole. Je vous recommande de télécharger, vu qu'à mon avis il est trouvable sur Internet, même si Michel Crozier a tout fait pour faire disparaître ce document, le document sur l'ingouvernementabilité des démocraties, qui date à peu près de la même période que le serpent monétaire, nous sommes dans les années 70, qui est le rapport Crozier-Huntington de la trilatérale. Ce n'est pas du tout conspi.net, que personne n'appelle Monsieur Reichstadt. Il n'a dénoncé personne cette semaine, il n'y a pas de raison que ce soit moi. Donc, enfin, cette semaine. Enfin, il n'a pas dénoncé quelqu'un aujourd'hui en tout cas. Mais comme ça doit commencer à le gratter, surtout ne me vendez pas. Le problème, c'est que ce rapport est absolument effrayant, c'est-à-dire grosso modo, ces peuples qui ont contribué à vaincre le fascisme ne se rendent pas compte, ils nous demandent trop de choses, donc il va falloir quand même qu'ils apprennent à rester à leur place, parce que les peuples étaient vus déjà comme des dangers, même pas soviétisants, c'est un écrit qui est marqué par la guerre froide, mais pas tant que ça quand vous le lisez, qui est marqué par le fait que la démocratie est, pour eux, est un fait qui entrave le développement économique, en fait. C'est-à-dire, grosso modo, il n'y a pas de... Comme les hommes, ces hommes étaient des hommes supérieurement intelligents, on peut ne pas aimer la personne de Michel Crozier, mais son analyse des organigrammes et des sociogrammes reste quand même très opératoire. Quant à Samuel Huntington, c'est quand même un homme avec une œuvre entre l'État et le soldat, son premier livre, et Qui sommes-nous, qui est son dernier, sont quand même des hommes avec des œuvres assez colossales. Et en réalité, ils trahissent l'esprit d'une époque. Cet esprit, que j'ai retrouvé en retrouvant certains des pères de l'euro, c'est
ces questions sont trop euh, sérieuses pour être laissées à la démocratie, c'est-à-dire à l'équivalent de nous sachant et du vulgum pecus. Donc, en plus, si les peuples arrivaient à comprendre ce qu'ils pourraient faire avec la monnaie, vous vous rendez compte du désastre. Et ce désastre, c'est comme ça que pour eux s'incarne ce que nous avons fait avec la monnaie pendant ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, soit le circuit du trésor, c'est-à-dire une espèce de copropriété entre les Français et leur État de l'essentiel de l'économie, par entre autres la maîtrise de plusieurs institutions qui étaient la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France étant un homme très discipliné, et comment dire, et très précautionneux par rapport aux volontés de son ministre de tutelle, parce qu'à l'époque il y a tutelle. Vous voyez que ça va pas être anodin. La planification et donc l'orientation de l'épargne, la spécialisation du crédit, etc., etc., etc. Tout ça dans un plein emploi quasiment et avec une inflation relativement maîtrisée, vu que c'est une inflation, nous l'avions recalculé grâce, entre autres, à mon camarade Philippe Murer pour mon livre, c'est une inflation qui est en moyenne en France à 3,5% par an. Je vous en supplie, ne laissez jamais qui que ce soit vous dire qu'il y a eu de l'hyperinflation en France. L'hyperinflation, c'est quelque chose de précis. Et je vous le dis tout de suite, nous sommes au cœur du sujet, parce que l'euro va être vendu comme une clé anti-inflatoire. Donc, alors que la France n'a jamais eu d'hyperinflation, l'Allemagne a eu l'hyperinflation pendant les crises des années 20, pas du tout en lien avec le traité de Versailles, contrairement à ce qu'on pense, mais au lien que l'Allemagne, contrairement à la France quand celle-ci fut occupée en 1870, n'avait aucune intention de payer, et donc elle s'est mise dans une sorte de faillite collective, et donc elle a fait payer ça à ses classes pauvres, d'où, si vous voulez, entre autres, l'hyperinflation, mais nous n'avons pas connu ça. Si vous voulez, l'hyperinflation, c'est quelque chose de précis, c'est une inflation à deux chiffres pendant un laps de temps long, en moyen à long, que nous n'avons pas connu. Or, si vous voulez, c'est l'arrière-fond mythique de ces classes dirigeantes, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient plus du modèle des Trente Glorieuses, parce que ce modèle avait châtré la première mondialisation financière. C'est-à-dire celle qui avait déjà été en partie arrêtée par la guerre de 14, qui d'ailleurs l'a largement enfantée, a largement enfanté la guerre de 40. Pour nos pères, ces classes dirigeantes étaient responsables de la catastrophe qui avait eu lieu. Et donc, ils ont créé des garde-fous que ces hommes, dans les années 70, ont voulu détruire. Et évidemment, pour ça, ils ont utilisé le mythe européen, c'est-à-dire vous êtes trop petit, ce qui n'a aucun sens en soi, vous êtes coupable, vous devez vous mettre tous ensemble, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas. Or, comme ils savaient, et ils l'ont su très tôt, hein, Paul Magnette, pourtant européiste fanatique, le reconnaît lui-même dans son manuel d'institution européenne aux presses de Sciences Po. Alors je crois qu'il a fait disparaître dans les dernières éditions, mais il se trouve que j'ai une bibliothèque très complète. Donc, en réalité, l'Europe n'a pas du tout été vue par les populations, elle a été vue comme un refuge des patries blessées par la guerre. Elle n'a jamais été vue, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a été vue par les Français. Elle n'a pas, par les Français, ou par les Italiens, ou par les Belges, ou par les Néerlandais. Elle n'a pas été vue comme euh, un moyen de se débarrasser de sa nation, de son État et de son peuple. Si vous voulez, ça n'a jamais été avoué clairement. Ça a été avoué dans certains cénacles, mais ça n'a jamais été avoué clairement. Or, vous voyez, l'euro, c'est avant tout de la mauvaise économie pour de la mauvaise politique. Parce que c'était avant tout de contraindre les peuples dans une optique qui est très proche de celle du Zollverein. J'y viens sur un point. Quand vous voulez refermer une zone monétaire
sur des identités économiques diverses. Vous pratiquez un ethnocide économique. Vous me direz, oh la vache, oh elle est lourde la notion, oh merde. Je ne le dis pas pour vous choquer, je vais vous donner 2 exemples précis. L'identité économique de l'Allemagne, quand la Prusse va utiliser le Zollverein, ça va se terminer par le Kulturkampf bismarckien contre une partie de l'Allemagne du Sud catholique, commencé par Bismarck, terminé par Hitler. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir plusieurs identités économiques dans une zone monétaire. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et il y a d'ailleurs une zone qui va vous parler encore plus, qui est la zone du dollar, parce que entre le modèle industriel protectionniste du Nord et le modèle cotonnier libre-échangiste du Sud, vous avez certainement vu que nous savons par l'historiographie que la question des esclaves est totalement secondaire, même la question indienne pendant la guerre de sécession est plus importante, mais la véritable raison, elle est d'un choix, d'une identité économique qui s'est réglée par les colonnes infernales de Virginie. Or, l'eurocratie va faire une guerre à une partie de l'identité économique de certains peuples. Et comme elle utilise un moyen qui est vraiment un moyen germanique, le Zollverein de contrainte, elle va, ce faisant, volontairement ou involontairement, ressusciter l'impérialisme allemand avec le soutien des Américains, mais pour des raisons que j'expliquerai. Car on vous dira que l'euro est une idée de hauts fonctionnaires français. Ce n'est pas l'avis de la fondation Kohl, donc, dont j'ai pu voir les documents. Pour l'entourage d'Helmut Kohl, c'est eux qui manipulent Jacques Delors. Jacques Delors, dont le rapport à la France est quand même quelque chose de très problématique, soyons clairs. C'est un homme qui, pour préparer l'euro, a fait la politique du franc fort et a reconnu lui-même à certainement avoir détruit 1 million d'emplois au minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voyez que le désastre de l'euro débute bien avant la création de l'euro. Il faut tout le processus dit de convergence. Le serpent monétaire, son échec, la politique du franc fort, toute cette folie qui va désindustrialiser la France, toute cette folie pour pouvoir se mettre dans le corralito. Alors vous me direz, pourquoi les élites françaises ont accepté? Alors, premièrement, n'oubliez pas que pour une large part de ces élites, l'Europe est leur patrie de substitution. Ensuite, vous avez eu des camps minoritaires qu'il nous faut nommer. Vous avez eu comme camp minoritaire, je dirais, les gaullistes défroqués. Et je le dis, ça me fait, si vous voulez, ça me colle des aftes, hein, mais l'honnêteté m'oblige à vous le dire. C'est-à-dire tous ceux qui vont croire à ce conte pour enfants, je vais vous le démonter techniquement en 2 minutes, hein, selon laquelle il fallait une alternative au dollar et que ça devait être une monnaie européenne. Foireux, raisonnement foireux. Et le pire, c'est que certains y ont cru. Et donc, on laissait faire pour pouvoir, et ce faisant, sont tombés dans un piège que d'ailleurs les Américains n'ont même pas eu à monter. Si vous voulez, c'est vraiment, vous connaissez ce gag classique du cinéma muet, du mec qui marche sur des râteaux et qui se prend des râteaux. Hein, eh bien, là, nous nous sommes piégés tout seuls par une espèce de prophétie autoréalisatrice qui était un conte pour enfants. Quel était ce conte? Nous allions faire le deuxième pôle contre le dollar, alors qu'en réalité, Norman Palma l'a démontré, l'Amérique a organisé, après Bretton Woods, sa domination. Parce qu'il faut bien que vous le compreniez. Ce n'est pas pour rien qu'on essaye déjà l'euro dans les années 70. Alors premièrement, c'est l'arrivée au pouvoir des traîtres, il faut être très honnête, dont l'une des pires fleurs est l'ancêtre d'Emmanuel Macron, l'ancêtre idéologique et capillaire, qui est le président Giscard d'Estaing. Mais deuxièmement, c'est aussi à cause de Bretton Woods.
parce que le passage du faux étalon or à un étalon dollar pur et avoué, en réalité, nous étions depuis 1945, et même depuis Norman Palma, qui est un grand historien des étalons monétaires, en fait, nous y étions depuis Roosevelt et sa saisie de l'or des Américains profondément. Nous avions déjà goûté à l'étalon dollar pur, après nous avons goûté au dollar or, et depuis Bretton Woods au dollar tout seul, et ces fameux 4 piliers que j'aimerais que vous ayez en tête, qui étaient l'euro-dollar, donc ce qu'on appelle la financiarisation, c'est ce qu'on appelait les euro-dollars dans les années 70, le pétrodollar, le dollar F-16, donc le dollar assis sur la puissance militaire américaine, et le dollar noir, c'est-à-dire que la quasi-totalité, encore de nos jours, des trafics internationaux se fait en dollars. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains. Donc, si vous voulez, ce sont les 4 piliers extérieurs du, du dollar comme monnaie monde. Et n'oubliez jamais, la monnaie, dans la vision qui n'est pas la mienne, qui est celle de mes maîtres que j'ai l'honneur de partager, la monnaie, j'ai une vision aristotélicienne de la monnaie. La monnaie, c'est du pouvoir pur, en réalité, c'est du droit objectivé. Et qui a la monnaie monde aura le droit mondial. Cela vous permet d'avoir en tête les 50 dernières années qui viennent de s'écouler. Et évidemment, les Européens, là-dessus, ont été les laquais de l'impérialisme occidental comme sur tout le reste. Je viens à la démonstration. En réalité, l'Amérique a tenté de créer 2 zones monétaires en plus de la sienne. Une zone monétaire européenne qui était une zone marque et une zone yen. Le Japon n'a pas voulu marcher dans la dynamique qu'on appelle les accords de Neiborg, qui en réalité sont, pour tous ceux d'entre vous qui ont fait des jeux de construction, vous voyez ce que sont des poutres de soutien. Bon, voilà. Ou des piliers extérieurs, pour ceux qui ont déjà fait des châteaux, des machins, des trucs en construction réduite. Vous savez, eh bien en réalité, c'est à ça que ça sert. C'est à ça qu'a servi la zone marque. Le Japon a vraiment refusé là-dessus parce que le Japon a répondu aux Américains une chose simple. Oui, on va faire une zone de coprospérité asiatique avec le yen. Vous nous avez foutu 2 bombes atomiques la dernière fois qu'on a voulu faire ça. Donc si vous voulez, ça se fera sans nous. Je n'entrerai pas dans les détails, mais disons que ce ne fut pas sans effet sur ce qu'on a appelé la récession Yakuza, pour ceux qui connaissent l'histoire économique du Japon. Or, donc, voilà pourquoi l'euro, à la fois des questions foireuses qui cachent un but de fédéralisation forcée de peuples qui n'en ont jamais voulu, et évidemment le prix nécessaire à payer, qui était la liquidation de la démocratie, parce que l'euro apportait en lui la vision acméique du programme monétaire du retour de l'économie néoclassique. À savoir, principalement incarné par ce qui fut une erreur colossale à laquelle des tas de pays ont essayé, y compris des pays libéraux, je pense à la Nouvelle-Zélande particulièrement, de résister, et l'indépendance des banques centrales, c'est-à-dire d'arracher le cœur économique de l'État et surtout d'inverser définitivement la polarité du pouvoir. Revenons une minute sur ce qu'est une banque centrale. Une banque centrale, et là je reprends la définition d'un de mes maîtres, un homme remarquable que je vous invite à découvrir, qui est Jean-Claude Verbroek, qui a écrit un ouvrage magistral sur la notion de banque centrale. La banque centrale est une frontière entre l'État et l'argent. Ce que certains penseurs politiques comme Ferguson et autres appellent société civile, c'est simple, c'est les anciennes féodalités, c'est les forces d'argent. Faut pas se planquer derrière les mots. Or, selon qui maîtrise cette frontière, vous avez la vérité des prix. Et malheureusement, c'est toute l'histoire de la Banque d'Angleterre, c'est toute l'histoire de la Banque des États-Unis, c'est toute l'histoire de la BCE. Alors, avec les particularités de la BCE sur lesquelles je vais revenir dans mon deuxième point, qui est le comment faire l'euro. Mais je pense que vous comprenez maintenant pourquoi on a fait cette erreur. Enfin, pourquoi nos élites ont fait ce qui n'était pas une erreur, ce qui était un programme économique. C'est-à-dire déconnecter
la démocratie, démembrer l'État, dissoudre les nations. Alors vous me direz, l'ont-ils pensé tel quel? Peu importe. Qu'ils l'aient pensé comme premier ou qu'ils l'aient pensé comme incidente. Quelle importance? Quelle importance? Alors vous me direz, en droit pénal, l'intentionnalité du crime. Oui, une trahison politique de cet ordre, de cet acabit, de cette ampleur, si vous voulez, je me passerai bien de leurs et je me passerai bien de leurs regrets, de leurs remords. Hein, vous voyez, pseudo-rivalité du dollar, alors qu'en fait nous n'avons jamais fait que le renforcer. Et d'ailleurs, je vais vous le démontrer techniquement, l'euro n'est pas arrivé à couvrir les réserves de change des monnaies qui l'ont constitué, quand elles étaient à leur plus haut. Voilà. Les réserves cumulées, bien évidemment. Donc si vous voulez, échec, échec, échec. Tout simplement parce que ça, ce n'était pas faisable, et je pense que ces hommes auxquels je ne prête aucune imbécilité, tout simplement, ont vendu à certains milieux ce qu'ils voulaient entendre. Pour eux réaliser leur double rêve, c'est-à-dire de fédéraliser de force et en même temps d'entrer dans la logique européenne pure, qui est une logique germanique de l'ordolibéralisme allemand, qui est l'un des visages du retour de l'économie néoclassique, mais un visage très particulier parce que beaucoup plus juridique, c'est-à-dire de mettre l'économie en dehors définitivement du politique. Et de le faire comment? En gravant les politiques économiques dans des traités et que ces traités soient en dehors des délibérations populaires. Vous avez toute l'histoire de l'Union européenne. Et vous avez toute l'histoire de l'euro, qui n'est pas une monnaie, je vais en revenir sur le comment, qui est un programme politique intouchable. Et ceux qui vous parleront, si vous voulez, si vous voulez qui vous parleront de l'autre Europe à la Saint-Glinglin, de l'alter-euro, si vous voulez, si vous voulez, c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens qui vous diront que si c'est les mêmes gens qui vous diront que finalement on peut comme on vient de le dire là il y a quelque temps sur l'hypothèse d'un Canadien européen, qu'importe la géographie, qu'importe l'histoire, qu'importe la culture. Oui, alors si vous voulez, si on part du principe que le réel ne passera pas, bah, si c'est le cas, allons-y gaiement. Le problème, c'est que les questions monétaires nous rappellent qu'il y a des chemins et des pérennités dans l'histoire, quand on prend la question monétaire sérieusement. Or, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi on a fait l'euro. On l'a fait alors, pour des raisons, comment dire, pour de fausses raisons d'indépendance, pour de vraies raisons antidémocratiques. Et ensuite, et là, ça va nous amener au comment. Comment faire passer la pilule? Bah, tout simplement, comme toute entreprise ordolibérale, l'euro a pour but un mandat anti-inflatoire. Autre problème si vous voulez, de négation d'une identité économique. Il existe un pays en Europe qui a un rapport à l'inflation catastrophique, qui doit tuer plusieurs millions de gens à chaque fois qu'il a une crise inflatoire, c'est l'Allemagne. Ça les regarde, ça appartient à leur histoire. Je n'ai pas à les juger moralement. Je dis juste que l'Angleterre a une identité économique commune, c'est-à-dire de générer de l'inflation quand votre économie tourne. C'est également le cas des États-Unis, qui d'ailleurs à ce niveau-là a un rapport assez proche de nous en fait. Enfin, assez proche de nous, non, mais assez proche, assez parallèle du rapport que nous avons avec l'inflation. Donc, et surtout, nous, je rappelle qu'à une époque, on avait l'échelle des salaires, on avait la compensation du salaire par l'inflation, etc., etc. Alors que, et attention, l'inflation en elle-même n'est pas une catégorie unitaire. C'est pas l'inflation avec un I majuscule que ces gens-là veulent tuer. Ils veulent tuer l'inflation qui va nécessairement avec le travail.
C'est cette inflation-là qui veut le tuer. La preuve, l'inflation des actifs ne les a jamais gênés. C'est un des autres visages de la révolution dite libérale, dont l'euro est la plus belle fleur. Et l'euro a permis une inflation d'actifs hors norme, mais c'est pas grave, parce que cette inflation-là, on vous en fera pas des caisses. Et l'Allemagne non plus, d'ailleurs. Donc, mandat anti-inflatoire par scordo-libéralisme allemand, alternative foireuse au dollar pour pouvoir endormir certaines élites françaises, et dans les faits, cage de fer. Cage de fer. Alors vous me direz, comment va-t-on le faire techniquement? Très simple. Enfin, très simple. Il y avait deux moyens de le faire. Soit vous faites un institut d'émission unique et donc vous en faites une vraie monnaie. C'était l'idée, vous savez, de ces cohortes de traîtres français. Vous savez, ceux un peu à la Edmond Giscard d'Estaing, vous savez, ma collaboration vous est toute acquise, qui voulaient faire de l'euro une vraie monnaie. Et d'un certain côté, pour le coup, l'Allemagne nous a été très utile, et je tiens à le dire. Parce que les Allemands qui pensaient, et qui pensent toujours d'ailleurs, qu'ils peuvent sortir en claquant des doigts de l'Union européenne après avoir fait les poches de leurs voisins, ont, eux, imposé une autre manière de faire l'euro, qui est tout simplement un circuit de X monnaies selon le nombre de pays membres, attachés ensemble par ce qu'on appelle un PEG, tout simplement. Et donc l'euro, c'est ce PEG. En réalité, vous avez X monnaies nationales, euro, franc, euro, pesetas, euro, lire, euro, drachme, euro, ce que vous voulez, qui s'échangent de manière forcée à un pour un. Et là, vous voyez ce que c'est la dynamique européenne, c'est-à-dire le pire du soviétisme pour le pire de l'économie de marché. Pourquoi le pire du soviétisme? Parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les fluctuations monétaires, alors on vous dit monnaie forte, monnaie faible, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Théoriquement, le dollar n'est pas une monnaie forte. Le dollar n'est pas géré. Enfin, si vous voulez, il ne faut pas faire de la non-dévaluation une force. Une monnaie est bien gérée quand elle est adaptée à l'identité économique du peuple qui est la sienne. La livre sterling a été très bien gérée. Or, la livre sterling, elle fait des dévaluations. La force des Anglais, c'est qu'ils savent faire une belle dévaluation. Donc, parce que il faut que vous le compreniez, il y a dévaluation de toute manière. Parce que, là encore, c'est pas la haine de la dévaluation avec un D majuscule que l'Europe a. C'est la haine de la dévaluation monétaire, c'est-à-dire celle qui fait payer l'étranger, qui permet de faire une politique de substitution aux importations, qui peut aussi rater. C'est un savoir-faire, la dévaluation. Mais l'Europe, ce qu'elle aime, c'est la dévaluation interne, c'est-à-dire qu'on dévalue par les salaires. Là encore, guerre aux salaires, programme politique, corralito. D'accord? Donc, c'est pas la dévaluation avec un D majuscule que les eurocrates détestent. C'est ce qu'ils aiment, c'est la dévaluation interne, cas typique la Grèce. D'accord? Et donc, on va faire ce circuit de X monnaie 1 pour 1, et ce faisant, ça rend la sortie de l'euro infiniment plus facile. D'accord? Or, l'euro, évidemment, en faisant ce corralito, vous avez trois types de gens dans l'euro à ce moment-là. Vous avez les pays qui vont le subir, vous avez les pays qui vont l'utiliser, et vous avez les opérateurs. Alors, les opérateurs, pour la plupart, ils ne sont pas européens. Ça a été l'une des découvertes que j'ai fait en écrivant mon premier livre, c'est que et d'ailleurs, pour un pays, vous le savez tous, et comme vous le savez, c'est Goldman Sachs qui truque les comptes de la Grèce pour qu'elle entre dans l'euro. Le problème, c'est que Goldman Sachs a travaillé pour le passage à l'euro de la quasi-totalité des pays, France compris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait les meilleurs opérateurs de marché pour ce faire. Alors vous me direz, quel était l'intérêt des Américains dans cette affaire? Alors de l'État américain, pas grand-chose en fait. L'État américain, je vous le dis, qu'il y ait une zone de marque ou qu'il y ait une zone euro qui aurait été une zone marque bis, du moment que ça permet de créer une fausse alternative au dollar, et pour que vous compreniez leur manière de faire, il faut que vous compreniez la notion de leadership.
est une notion qui est intraduisible en français. Le, le leadership, ce n'est pas le fait d'être supérieur à vous. C'est le fait d'être supérieur aux 5 pays qui vont vous suivre. C'est pas uniquement d'être supérieur au mec qui est immédiatement derrière vous. C'est être supérieur aux 5 qui sont derrière vous, cumulés. Ce qu'on appelle la full spectrum dominance. Or, pour les Américains, l'avantage d'avoir un rival tenu, enfin un rival sous contrôle, c'est que l'euro a fait perdre à la planète 20 ans de mise en place d'un nouveau système monétaire international et a garanti la puissance américaine de ce fait. Je vous rappelle, selon les estimations de Barry Eschengreen, qu'en 2010, en 2015, pardonnez-moi, le dollar équivalait, enfin la rente du dollar équivalait à 10% du PIB américain annuel. Dans des pays où on tue pour un paquet de cigarettes, je vous laisse deviner ce qu'on fait. Et aujourd'hui, l'Amérique s'étant affaissée, nous devons être à 15% du PIB américain annuel. Donc, si vous voulez, l'euro, c'est le... Alors, pour ceux d'entre vous qui ont fait de la boxe, c'est ce qu'on appelle un spin partner. C'est le mec sur qui vous tapez. D'accord? Sur qui vous vous entraînez à taper. Et tout le monde peut penser que c'est un vrai match de boxe, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, ça, c'est l'État américain. Les banques américaines, elles voulaient l'euro parce que l'euro vous oblige à avoir un marché bancaire européen à peu près unifié, ce qui va permettre aux banques américaines de mettre la main dessus. Je vous renvoie tout simplement au graphique de la capitalisation des banques européennes depuis l'euro. Donc vous voyez que c'est simple, ça fait ça. Et donc aujourd'hui, le marché le marché bancaire européen est dans la main très largement des banques américaines, et ça c'est un fait, c'est déjà fait. Vous le verrez très facilement en regardant les gens qui dealent notre dette, ce qu'on appelle des SVT, spécialistes en valeur du trésor, et je vous renvoie à cette liste que vous pouvez trouver sur le site de Bercy, hein, ce n'est pas très compliqué, et vous m'en direz des nouvelles. Et sachez que c'est la même chose pour tous les autres États européens. Mais nous allons venir aux effets de l'euro. Mais il faut que vous compreniez comment ça a été fait. Donc ça a été fait techniquement largement par les banques américaines et par ce principe de X monnaie à 1 pour 1. Donc l'euro n'a jamais été une monnaie unique. Elle a toujours été une monnaie commune. Donc vous ne pouvez pas la faire régresser au stade de monnaie commune. C'est possible. Elle l'est déjà. Elle n'a jamais été d'autre. Elle n'a jamais rien été d'autre. Donc, une fois que vous avez ce pourquoi, maintenant, ce comment, nous allons passer aux effets. Alors, c'est très simple, les effets de l'euro. Premièrement, ça a été ce grand passage néoclassique, c'est-à-dire un transfert de richesse de classe, c'est-à-dire une gigantesque inflation d'actifs. Premier point. Donc, ça veut dire que pour un jeune couple, Juan Branco l'a très bien dit d'ailleurs quand je l'ai reçu, qu'on l'ait avoir compris à travers la question de l'accession immobilière, ce qui est d'ailleurs un point très saillant, et c'est très bien pensé, que l'euro avait fait la bulle immobilière, entre autres à Paris, bien sûr. Donc, ça c'est le premier effet qui se coule, mais, enfin c'est le premier effet qui se coule, mais vous allez en avoir une tripotée. Donc, deuxième, et tout ce que je vous dis là avait été anticipé pendant les années 90 et 2000 avant, si vous voulez. Charles Gall l'avait prévu, c'est dans un livre qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Des lions menés par des ânes. Jacques Sapir l'avait prévu, Jean-Jacques Rosa l'avait prévu. Là, je vous cite les plus lourds sur le sujet, hein. Jean-Pierre Vesperini, qui est un auteur qui n'est pas assez connu, qui a écrit un petit ouvrage formidable sur l'euro. Jacques Nikonov. Enfin, vous avez des gens de toute tendance là-dedans, hein. Donc Jacques Nikonov, ouvriériste. euh, euh, Jean-Luc Gréau, il était au MEDEF. Vous voyez? Donc, parce que on a créé une chimère au sens premier, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à la mort. Hein, un peu comme le monstre de Frankenstein, c'est-à-dire qu'on a fait des bouts de cadavres économiques pour créer ce truc. Résultat, le continent s'est largement enfoncé. Pourquoi? Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. C'est que
comme ça ne pouvait pas être une zone économique optimale, parce qu'une zone économique optimale demande des transferts, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une zone économique optimale, ce qui est tout à fait possible dans une nation, si les déficits des uns font les excédents des autres. Et je vous rappelle que l'euro, entre autres, et l'Union européenne en général, a servi à liquider, entre autres, les grands idéaux de refus de la guerre économique, qui ont été, entre autres, la Charte de la Havane et d'autres grands textes du même acabit, qui savaient très bien où la logique de la guerre économique va nous mener. C'est-à-dire, d'habitude, à nous mener à la guerre réelle avec son cortège de morts. Bon, ça c'est suspendu par l'arme atomique. Donc, la guerre économique nous mène par des guerres de proxy, c'est-à-dire des guerres monstrueuses. Ce sont des guerres qu'on fait à l'extérieur, un peu comme au football, c'est-à-dire sur le terrain d'autrui. Et la guerre économique ne laisse même pas de possibilité de recréer de la richesse derrière, parce que, si vous voulez, les destructions matérielles, que je ne légitime absolument pas, entendez-moi bien, mais quelque chose qui est détruit, vous pouvez le reconstruire, mais quelque chose qui est vidé, vous en faites quoi? Et qui sauvera mon département, la ville d'Alençon qui ne s'est jamais remis de la destruction de Moulinex? Qui la sauvera? Personne. En tout cas, jusque-là, personne. Et ça fait 20 ans. Donc, vous voyez, c'est, si vous voulez, alors que l'euro, lui, lui appartient au monde qui a détruit ses idéaux, et l'euro est là pour, disons, enfin, l'euro est une expression de la guerre économique que certains pays européens, et l'Allemagne en premier, mènent à tous les autres, qui en plus sont leurs clients. Pourquoi? Parce que ils utilisent exactement l'euro comme ils ont utilisé le Zollverein, c'est-à-dire qu'ils vous dévitalisent et ensuite ils vous dominent politiquement. Or, et ça va faire diverger les identités économiques encore plus. Tout simplement parce que si c'était une zone économique optimale, il y aurait des transferts. Il n'y en aura jamais, donc ça ne le deviendra jamais. Et le pire, c'est que quand bien même il y aurait des transferts, ces transferts ne pourraient pas être efficients parce que l'Allemagne dévitalise des pays qui sont ses clients. Donc à la fin, c'est un système à courte vue où l'Allemagne vampirise les pays qui font sa richesse. On estime que l'Allemagne a grosso modo pris 1000 milliards de création de richesse à 3 pays, l'Espagne 100, la France 250 à 300, l'Italie pour tout le reste. Ce qui vous explique pourquoi l'Italie, le PIB italien, a quasiment stagné. Si vous voulez, voyez la courbe du PIB italien à la création de l'euro. C'est très très rare d'un point de vue statistique, vous avez une croissance italienne qui est quasiment cassée nette. Or, l'Italie est la grande perdante, hein, mais bon. Et à la fin, évidemment, le fait d'être dévitalisé économiquement fait que vous avez une classe collaborationniste et comprador, Mélanie, quoi. Bon, très, très, très clairement, très simple. Donc à la fin, c'est la suggestion politique et ensuite la dilution. C'est un truc très, très simple, hein. C'est un grade d'impérialisme, ça n'a rien de nouveau là-dedans. Donc, vous voyez, le phénomène a été très simple. C'est que l'Allemagne, en maîtrisant l'euro, avait une monnaie beaucoup plus faible que ce qu'elle aurait dû avoir par rapport à son identité économique, qu'elle a imposé un Deutschmark à ses pays voisins et rivaux, dont la France. Je vous rappelle que avant l'euro, l'économie dynamique entre la France et l'Allemagne, c'est la France, c'est pas l'Allemagne. Vous voyez les chiffres sous Jospin et autres. D'accord? Et donc, si vous voulez, l'euro, lui, sert à imposer à un pays comme la France une monnaie beaucoup trop chère pour lui, donc à le pénaliser dans son rapport au monde. Et pendant ce temps-là, l'Allemagne va faire lourdement baisser son coût du travail. Comment? Par l'interlandisation, c'est-à-dire la prise, enfin c'est-à-dire l'annexion économique, parce qu'il faut appeler ça comme ça, de toute une partie de la Mitteleuropa par l'Allemagne. Et ce qui va permettre un système de délocalisation interne. Et je vous le rappelle, aujourd'hui, les délocalisations qui frappent la France, très très peu, vont en Asie. Ils vont en Europe. D'accord?
C'est aujourd'hui, les pays d'Europe de l'Est détruisent les pays d'Europe de l'Est. Si vous voulez, c'est la destruction de nos emplois profite aux oligarchies d'Europe de l'Est. Donc, et bien sûr, comme vous êtes dans l'euro, vous allez avoir un autre effet qui se coule qui est le contrôle politique. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne va vous intimer les ordres politiques des idéologues qui la dirigent. C'est une banque centrale indépendante, c'est-à-dire qu'on a arraché le cœur de l'État, mais c'est comme si ce cœur était devenu un organe zombie qui peut vous donner des ordres sans aucune légitimité démocratique, ce qui est normal d'ailleurs, parce que vous êtes dans un système d'indépendance de banque centrale. Or, à chaque fois que vous allez avoir un gouvernement que vous n'aimez pas, vous pourrez le mettre sous pression économiquement. Crédit d'urgence, verrou sur les crédits d'urgence, il y a quelques moyens de le faire. C'est pour ça que la réquisition de la Banque centrale est un préalable nécessaire. Non suffisant, mais absolument nécessaire, si vous voulez retrouver une quelconque indépendance qui ne soit pas une indépendance strictement formelle. Donc, perte politique, destruction de l'identité économique, destruction de l'appareil productif. C'est ce que trahissent les bilans target, hein, c'est-à-dire ces migrations d'argent d'un pays à l'autre, actées comme telles, et que l'Allemagne pense être, disons, exigible. Le problème, c'est qu'elle l'apprendra. Elle ne le pourra pas. Alors je vous dis pourquoi il y a de telles sommes, particulièrement vis-à-vis de l'Italie. Comment l'Allemagne fait, c'est très simple. C'est que quand vous traitez avec les Allemands, vous avez un compte ouvert dans une banque de lender. Donc en réalité, ils vous financent pour que vous les achetiez. Donc à la fin des fins, Charles Gave le résume très bien, le résume assez magnifiquement. Qui préférez-vous être à la fin du jeu? Celui qui aura la bagnole ou celui qui aura le coupon disant que l'Italien ou le Français va rembourser la bagnole un jour. Voilà pourquoi l'Allemagne est un pays dit vertueux, mais dont la plupart du système bancaire est plus que virtuellement mort. Voilà quels ont été tous les effets de l'euro. Suggestion de notre appareil bancaire, destruction de notre appareil productif, écrasement de notre démocratie, guerre de classe. Bon. Alors question, bilan, maintenant. L'euro a fait quelque chose de terrible pour une nation, c'est que, et je conclurai par là, l'euro, comme vous le savez, est une trappe à dette, vu que, comme il nie le système de prix de l'argent, hein, le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent, et qu'il met tout le monde au taux d'intérêt allemand. Ça veut dire qu'il y a des pays qui, comme on détruit leur appareil productif, on les pousse à s'endetter. Ça tombe bien, l'euro donne des facilités d'endettement. C'est donc une trappe à dette. Puisque comme le mécanisme de prix est cassé, vous ne connaissez pas la vérité des prix. Et c'est là où certains libéraux ont tout à fait raison contre l'euro. Oui, l'euro nous a donné des facilités d'endettement, mais ces facilités d'endettement, c'est là où je m'inscris en faux sur ce discours fou sur la dette. Si vous voulez, je serais d'accord avec vous, je serais d'accord avec eux, pas avec vous très cher, mais je serais d'accord avec eux, si notre dette n'était pas faite à plus entre 60 et 80% d'intérêt. On aurait 3 000 milliards de vraies dettes. Et on n'a pas 3 000 milliards de vraies dettes. Oui, un État n'a pas à faire de déficit de fonctionnement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Un État a à faire de l'investissement. Nous sommes d'accord. Je rappelle d'ailleurs que une partie de cet investissement est l'une des conditions de l'épargne privée. Donc, si vous voulez détruire l'investissement de l'État, à la fin, c'est flinguer une partie de l'épargne privée, de l'épargne des entreprises et de l'épargne des ménages, donc de l'épargne privée. Donc, oui, bien sûr, on ne va pas s'endetter pour payer des fonctionnaires. Mais on n'aurait pas l'euro, on ne s'endetterait pas pour
pour payer des fonctionnaires. Vous voyez, si vous voulez, l'euro est arrivé à ça, c'est-à-dire à nous dresser les uns contre les autres, parce que l'euro a intériorisé une guerre de classe, là où les leviers de l'économie politique, la dévaluation, les frontières, etc., nous permettaient de faire une nous permettait de faire payer les circuits économiques transnationaux, ce que tout le monde fait depuis l'aube de l'humanité, enfin si vous voulez, depuis que le monde est monde, depuis qu'on a constitué les États, on a fait de l'économie avec de la monnaie, des dévaluations, etc. Comme disait l'intendant finance de Louis XV, la France doit faire faillite une fois par génération pour se mettre au pair. Donc, l'euro nous a, en étant cette trappe à dette, n'oubliez jamais ce que c'est la métaphysique de l'homme endetté. Jean Baudrillard le disait, c'est un rapport féodal à l'économie, c'est-à-dire c'est une part de travail acquise par le Seigneur, vous voyez. Et en réalité, à travers le travail, c'est votre temps de vie. Car en réalité, l'homme endetté ne paye pas par son sang, il paye par son temps. L'euro, en nous endettant, en facilitant notre endettement, et en nous maintenant dans le monde de l'européisme, qui est le monde de la guerre froide, hein, c'est le même, l'euro nous fait sortir de l'histoire. L'euro nous fait sortir de l'histoire et, disons, une sorte de grande hibernation dont il ne sortira absolument rien, car je vous le dis, la France sortira exsangue de ça. Alors, surtout que chaque argument que certains aimeraient sortir pour le défendre, en réalité se retourne facilement. Prenons-en trois pour terminer. Oui, mais les vieux en veulent pas. Ok, très bien. Les vieux dont tu parles, premièrement, les retraités seront de plus en plus pauvres. Là, vous allez les faire, l'euro qui devait les protéger. Pour sauver l'euro, vous êtes en train, pour sauver le système européen, vous allez les braquer, les retraités. Maintenant, et en plus, vous les avez isolés du corps social, et donc maintenant, vous allez les rincer. Parce que tout le monde pense que les boomers auraient des retraites pharaoniques, etc. En réalité, vous voyez, ça nous a dressés les uns contre les autres. Or, la plupart de ces gens âgés ont des revenus de transfert gigantesques parce que comme on a détruit les usines, il faut bien faire vivre les petits-enfants et donc les vieux donnent du pognon. Vous voyez? Donc en réalité, ils sont déjà ponctionnés et ils vont l'être de plus en plus. Argument numéro 1. Argument numéro 2. Oui, mais l'euro nous donne des facilités d'endettement, sinon on n'aurait pas, donc on va pouvoir s'endetter à mort avant s'endetter à mort. Là, je voyais un truc d'un énarque défroqué, cinglé. Oui, on va pouvoir payer notre réindustrialisation avec ça, mais vous vous rendez pas compte. Euh, Vous passez par un circuit du trésor, c'est de la c'est de la monnaie qui n'est pas du crédit. C'est de la monnaie qui n'est équilibrée que par les créations de richesses de l'autre côté. Ça a donc été un système sain. Vous, vous êtes dans cette folie qui est quasiment de l'extraction pétrolière pour les cons. C'est-à-dire, pardonnez-moi, vous savez, à un moment, quand un puits de pétrole arrive à la fin, vous balancez un baril un baril d'eau à pleine pression dans le sol pour récolter un équivalent pétrole. Et bien là, pour avoir 1 euro de création de richesse, vous faites 1 euro de dette. À un moment, il faut arrêter la folie, il faut arrêter la folie douce. Le... Surtout qu'à la fin, ça passera par soit la flambée des monnaies, soit par la compensation, c'est-à-dire que les biens du citoyen contribuable épargnant, donc vous allez le rincer par les impôts comme contribuable et comme épargnant, vous utiliserez son épargne comme collatéral pour pouvoir continuer à vous endetter. Cette logique est folle. Cette logique est folle. À un moment, il faut sortir de tout ça et pour sortir de tout ça, il faut revenir à une monnaie nationale, c'est-à-dire quelque chose qui soit, si vous voulez, comme disait le général de Gaulle, je trinque peut-être avec un petit verre, mais c'est mon verre. Torres disait, nous mangerons peut-être notre pain noir, mais ce sera notre pain. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment,
Nous aurons moins de facilité d'endettement peut-être, mais grâce à la Banque de France, nous pourrons lever des fonds, comme on le faisait au circuit du Trésor, hein, c'est-à-dire avec un reliquat qui retourne à la Banque de France et qui ensuite s'annule, et nous éviterons une logique d'intérêt composé qui à la fin n'a plus de sens, parce que vous avez des dettes à plus de 50, 60, 80% faites d'intérêts composés, dont la seule sanction serait un jubilé, c'est-à-dire une pure et simple annulation. Ce qu'on faisait dans le temps, hein. Je vous rappelle que, pour des raisons que je peux vous expliquer, euh, je vous rappelle que c'est la Révolution française qui a fait de la parole donnée aux usuriers une qualité. Nos monarques avaient des moyens très particuliers, très personnels, sur lesquels je peux revenir si vous le souhaitez, de régler les problèmes de dette, hein. Si vous voulez, je peux vous donner des cas récents comme le cas argentin. Le, les usuriers sont des tigres de papier, hein, pour la plupart, hein. Si vous voulez, il ne faut pas prêter à ces gens-là plus de pouvoir qu'ils n'ont, particulièrement vis-à-vis d'un État comme la France. Or, le souci, c'est que comme nous sommes pris dans la lave à Pompéi, nous n'avons aucune marge de manœuvre. Parce que nous n'avons pas cette respiration monétaire. Une dévaluation, c'est l'équivalent d'un coup de pied au fond d'une piscine. Si vous voulez, le tout, c'est de retrouver de l'air, hein. Or, ultime, ultime argument, on vous dira que l'euro, euh, il aide pas les épargnants, il aide pas les retraités. Oui, mais ce serait la terrible dévaluation. Alors, je vous le dis tout de suite, la plupart des études prospectives qui ont été faites, particulièrement d'ailleurs, c'est le système bancaire japonais qui s'y était beaucoup intéressé à cette époque. Objectivement, on est très loin de l'apocalypse. Deuxièmement, une dévaluation, c'est un art, ça se prépare et ça s'encaisse. Et surtout, je terminerai par un hommage à mon ami Norman Palmar, qui rappelait cette vieille maxime de, de, de l'aéronautique. Each land is a good landing. Tout atterrissage est un bon atterrissage. Comme disait le camarade l'ami Charles Gave, mieux vaut la fin d'une horreur qu'une horreur sans fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour. Bah, déjà, merci, merci d'être venu, c'était très intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très enrichissant. Merci beaucoup de votre temps. Donc, je voulais revenir sur un point, vous aviez cité l'Angleterre. Euh, Est-ce que l'Angleterre, en fait, elle n'a jamais eu d'euro? Donc, en soi, elle n'a pas vraiment été en fait contrainte directement, du moins, par l'euro. Est-ce que en fait, l'Angleterre regrette un peu ce Brexit? Parce qu'on nous, on nous dit enfin, ça parle en disant que l'Angleterre regrette, mais Alors, c'est un peu flou, vous voyez? Donc, j'aimerais votre position là-dessus. Voilà. alors, alors, il existe en France, d'ailleurs je vais peut-être le rééditer, un seul ouvrage scientifique avec un bilan complet du Brexit économique de point en point. C'est un ouvrage lourd universitaire par Jean-Michel Salmon, professeur des universités en économie de son État, spécialiste des économies insulaires. Aujourd'hui, on va être très clair. Si on prend si on évite les dossiers qui sont des dossiers qui sont, comment dire, des serpents de mer de la vie politique britannique, à cause principalement de Maggie et surtout de Tony Blair, on est, c'est-à-dire principalement le volet sécuritaire et migratoire, l'Angleterre a, sur la plupart
sur la plupart des indices économiques meilleurs que les nôtres. L'Allemagne, qui lui a demandé de revenir dans le marché commun parce que l'actuel chancelier allemand, le nouveau chancelier allemand, n'en peut plus de lui-même. Même Stiermer, qui est un européiste fanatique et qui rêverait de liquider le Brexit, hésite parce qu'il est aujourd'hui en position de faiblesse de sa propre faute. Objectivement, les Anglais, le problème, c'est qui en Angleterre regrette le Brexit? Qui en Angleterre regrette le Brexit? C'est-à-dire, grosso modo, la classe parlante, la classe vociférante, et pas la classe productive. Je vous rappelle qu'entre autres, la fin de la sortie, le Brexit, ça a été, et ça a été d'ailleurs un des effets induits, ça a été une augmentation des salaires. Et aussi, ces légères pénuries que vous avez vues, mais qui étaient liées au fait que comme on se débarrassait des travailleurs détachés européens qui faisaient baisser les salaires, il a fallu le temps de remettre des Britanniques là où on les avait chassés, c'est-à-dire comme infirmières, comme chauffeurs routiers, et donc d'augmenter les salaires, ce qui ne s'est pas vu en Grande-Bretagne depuis Maggie. Vous voyez? Donc, sincèrement, je vais le rééditer, parce que comme ça vous aurez des réalités chiffrées. Là où il y a eu un problème, et là je peux le dire, beaucoup même de mes amis qui attendaient, si vous voulez, moi je n'ai jamais dit que le Brexit allait être un bouton électrique. J'ai dit que la Grande-Bretagne se donnait les moyens de régler une partie de ses problèmes politiques, en revenant à sa démocratie. Vous voyez que aujourd'hui en Grande-Bretagne, vous avez de vraies oppositions politiques. Vous avez un vrai retour de politisation. L'émergence de Nigel Farage. J'ai travaillé avec Nigel Farage. Je peux dire que j'ai rarement vu très peu d'hommes politiques m'ont impressionné comme cet homme-là m'a impressionné. Or, la Grande-Bretagne est face à de véritables choix. Or, vous avez des gens qui sont monomaniaques. Le Brexit devait régler l'immigration en Grande-Bretagne, qui est un problème depuis les années 60, devait le régler comme ça. Or, le problème, c'est que, je vous le dis tout de suite, c'est que les terres qui ne voulaient pas du Brexit et qui ont maintenu le droit européen, particulièrement l'Écosse, à cause de l'éclatement de l'État anglais voulu par Tony Blair, qui a donné des droits exorbitants à l'Écosse, l'Écosse a maintenu le droit européen et donc le surplus migratoire qui va avec. Or, heureusement, le parti indépendantiste écossais, qui est un parti eurofanatique et anti-anglais, a été défait par le parti travailliste d'ailleurs. Or, vous voyez, le problème, c'est que comme les gens ne connaissent pas la vie politique britannique, les gens se sont imaginés des tas de choses. Alors que là, maintenant, la Grande-Bretagne a les moyens d'avoir un véritable débat politique, a les moyens à la fois d'être réellement elle-même avec les problèmes liés à l'Angleterre sur sa longue durée. Je vais vous donner un exemple. Moi, les mecs qui me disaient pourquoi après le Brexit, les Anglais sont pas devenus pro-russes. Ça fait 2 siècles que la Russie et la Grande-Bretagne se regardent en chien de faïence. Or, si vous voulez, la Grande-Bretagne aujourd'hui peut gérer ses problèmes à l'anglaise. Maintenant, elle en a la responsabilité. Et je peux dire que vous êtes en train de revoir la démocratie britannique avec ses qualités et avec ses défauts. Nous, et d'ailleurs Juan Branco le dit très bien d'ailleurs. Il dit mais nous, une fois qu'on sera libérés, on s'entre-déchirera. Oui, on s'engueulera sur des tas de trucs. Là, le problème, c'est que là, on peut s'engueuler, vous et moi, ce soir. On peut engueuler avec tout le monde. Le problème, c'est que c'est indifférent. Nous sommes sans souveraineté, donc toute discussion politique, même si elle est faite dans le bureau à l'Élysée, est une discussion de bistrot. Voilà. Donc, sincèrement, les données donnent une Grande-Bretagne beaucoup plus compliquée que cela. Je peux vous dire que Stiermer, qui essaye de faire la technique du voleur chinois, aujourd'hui se prend les pieds dans le tapis. Et s'il veut liquider le vote populaire britannique, je lui souhaite bien du plaisir, parce que je ne dis pas qu'il ne l'emportera pas en brisant, enfin, en contournant la démocratie. Hein. Les exemples à la française existent.
Mais briser psychologiquement le peuple britannique n'est pas aussi quelque chose d'aussi facile que ça en a l'air. D'accord, merci. Allô? Oui, oui, bonsoir, Pierre-Yves. Ouais, J'avais une bonsoir. question par rapport j'ai essayé de bien écouter tout ce que vous disiez et il y a une phrase qui m'interpelle, Dites-moi. lorsque vous avez dit: «Il ne faut surtout pas que vous croyiez, qu'il y a de l'inflation». Alors, par rapport à ça, est-ce que Ce j'ai bien n'est compris ce que vous aviez dit? non, 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 Déjà? non, 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 Ah, j'ai non, mal non, compris. non, non, non. Je vous ai dit, ne croyez pas dans la volonté de l'eurocratie de si vous voulez, l'inflation est une donnée extrêmement complexe, qui recouvre des phénomènes différents. Si vous voulez, une économie de plein emploi fait de l'inflation, entre autres, pour une raison, c'est qu'il y a une tension sur les salaires. Mmh. Je ne sais pas, interroger quelqu'un qui a vécu dans les années 60, il était pas rare de voir quelqu'un quitter son boulot pour 10 centimes de plus en salaire horaire, je dis bien salaire horaire, dans le concurrent d'à côté. Ce à quoi l'autre était obligé de mettre 10 centimes encore de plus, qui faisait 20, etc., etc. Vous voyez? Donc, si vous voulez, à un moment, quand vous avez une tension sur les salaires, c'est-à-dire beaucoup d'offres, enfin, peu d'offres, beaucoup de demandes, vous augmentez les salaires et tout le reste suit. Donc là, vous avez un type d'inflation. Là, ce que l'euro a permis, c'est à une classe dirigeante de choisir le type d'inflation le type d'inflation qui l'arrange, c'est-à-dire l'inflation des actifs. Tout simplement parce que eux, ils parient sur les actifs. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappelez des taux négatifs? Oui, Est-ce que vous en rappelez? Alors, je vais vous dire à quoi ça mène, les taux négatifs. Les taux négatifs, ça permet à quelqu'un de très riche de faire des prêts. Et comme ces prêts sont en taux négatif, ils gagnent de l'argent. exact. Vous voyez? Donc, si vous voulez, vous voyez dans quel état on est. Or, Oui, oui. si vous voulez, l'inflation par les actifs, jamais un dispositif oligarchique ne s'est opposé à ça. Personne ne vous a dit que le prix trop élevé de l'immobilier dans Paris était un problème. Ah, vous, en tant que citoyenne, oui. Mais personne, à un certain niveau de revenu, ne vous dira que c'est un problème. Parce que, vous voyez, l'euro a permis à une classe dirigeante de choisir le modèle d'inflation qui l'intéressait. D'accord, j'ai compris là. OK. Je vous Voilà. remercie. Oui, bonsoir. Du coup, merci pour cette conférence. Je voulais vous demander le rappel d'une référence que vous avez citée. Je voulais vous demander que vous nous précisiez cette référence, c'est de l'ingouvernabilité de la démocratie. Je voulais avoir, L'Europe. oui, juste Dites-moi. la référence. Désolé. Alors, je vais essayer. Parce que moi, j'ai le texte par une vieille copine qui l'avait en anglais, mais alors, Même là, pour son anglais, ça irait si. est-ce qu'il est encore disponible sur Internet? Parce que je sais que Michel Crozier avait voulu par voie testamentaire, sa famille a fait des pieds et des mains juridiquement pour que plus personne n'y touche, mais je crois qu'il est quand même disponible. Alors, alors, donc vous allez le trouver sous le terme rapport. Le plus simple, c'est que vous mettiez rapport Crozier-Huntington. Donc Crozier, C-R-O-Z-I-E-R, Huntington, Samuel Huntington, hein, l'auteur du voilà, crise de gouvernementalité des démocraties. Donc, hop, là vous le trouvez sur. Oui, non, ça c'est cité par Kern.
Vous l'avez, je crois, à la BNF. Voilà. Alors, au passage, il y a un troisième auteur qu'on oublie assez souvent, qui est Joshi Watanuki, mais qui lui était, comme souvent la trilatérale, si vous voulez, il fallait mettre toujours un japonais pour faire croire que le gouvernement japonais était totalement sur la même longueur d'onde, ce qu'il n'était pas. En tout cas, pas sur ce dossier-là. Or, vous le trouverez. Donc, c'est le rapport Huntington-Watanuki-Crozier, The Crisis of Democracy. D'accord, le rapport s'appelle comme ça. Et là encore, pas de ce n'est pas un rapport décisionnel, et ça vous trahit l'esprit d'une époque. C'est-à-dire, je vous le résume rapidement, si la démocratie continue comme ça, les peuples vont en exiger de plus en plus, et on aura grosso modo un type de soviétisme comme un autre. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça. C'est plus compliqué que ça, mais c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Très bien. Merci pour la précision. De rien. Ouais, merci. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voulais vous revenir sur un point. Vous avez parlé du frère jumeau ou du père de Macron en citant Giscard d'Estaing. Et est-ce que on n'aurait pas Pompidou, plutôt un ancien de la banque Rothschild aussi, qui a participé à la privatisation du financement de l'État, qui était avant Alors, tout par la Banque de France, et puis c'est la loi du 3 janvier 73. Alors, la loi du 3 janvier, enfin le processus de 73 est quelque chose que je connais un peu, vu que j'ai écrit un livre entier là-dessus. Donc je peux vous dire une chose, que premièrement, tout part à ce niveau-là, la fin de l'indépendance de la Banque de France. Alors certains accusent Michel Debré, je pense totalement à tort, parce que Michel Debré, il a une optique qui est totalement différente. Pompidou, il faut que vous voyez, il est déjà quasiment rangé des voitures au moment où ce processus débute, pour une raison qui est très simple, parce qu'il est atteint d'une forme particulière de leucémie. Et il va pas du tout avoir les mains là-dedans. Si vous voulez, ce processus est impulsé par les hommes de Jean Monnet, va emporter avec lui des gens qui ne sont pas du tout des hommes de Jean Monnet, mais qui sont des opposants à Giscard, ce qui est le cas du patron de la Banque de France de l'époque, qui est un gaulliste de juin 40, qui est Olivier Wamser. C'est quelqu'un qui va faire une erreur de parallaxe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut que l'État ait moins de pouvoir, parce que si la classe politique ne peut créer que des Giscard d'Estaing, mieux vaut que l'État ait moins de pouvoir pour que ces gens-là soient moins dangereux. Or, il n'avait, si vous voulez, c'est entre autres le rôle, ça va être le rôle d'un rapport, lui, décisionnel, qui va être le rapport Marjolin-Sadrin-Wamser. Marjolin étant l'homme lige de Monnet, même si Monnet finira, c'est un peu le Trotsky de la construction européenne, finira par l'éliminer politiquement. Or, si vous voulez, en plus, si vous voulez, sincèrement, parce que quand j'ai voulu écrire cet ouvrage, j'ai accepté la demande d'un éditeur parce que je voulais régler mes comptes avec le président Pompidou, personnalité que je goûte peu, étant un gaulliste assez dur d'obédience. Mais je peux dire une chose, aucune des données que j'ai pu collecter n'implique une responsabilité comme celle de Georges Pompidou. Si vous voulez, on peut dire, bon, il a quand même, il a peut-être fait l'erreur de maintenir Giscard à son poste de ministre des Finances, mais je rappelle que c'était la volonté profonde de la haute fonction publique française d'avoir ce mec-là, et que les gaullistes prenaient l'existence de ce type-là, que tous les gaullistes méprisaient et détestaient, comme, disons, le fait de plier à une exigence républicaine par rapport à la haute fonction publique. Et d'ailleurs, c'est l'inspection générale des finances qui impose Giscard à sa place, si vous voulez, ça c'est documenté. Donc sincèrement, Pompidou, qui en plus n'a jamais été banquier chez Rothschild, il était directeur du personnel. Donc et en plus, il n'était pas à la grande banque Rothschild, il était à la petite. Donc sincèrement, le personnage Pompidou a suffisamment de défauts, je pense, pour ne pas avoir à lui en rajouter.
Oui, bonjour Monsieur Rogeron. Merci beaucoup Bonjour. pour votre intervention. Une question notamment sur les solutions, les alternatives qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous avez connaissance de la théorie moderne de la monnaie qui Bien sûr. rapidement... alors, bah, j'aimerais bien avoir du coup votre avis et puis peut-être Alors, la présenter rapidement aux autres pour avoir conscience de ce que alors, c'est. alors, si vous voulez, c'est ce que je vous disais en début d'intervention. C'est souvent pris pour du keynésianisme. Ça n'en est pas. Ça n'en est pas. C'est quelque chose, alors, c'est quelque chose qui vient d'auteurs parfois anciens. Un Knapp, c'est relativement ancien, mais qui aujourd'hui est quand même quelque chose d'assez puissant comme courant aux États-Unis. C'est-à-dire, vous avez des idées fortes dans la nouvelle théorie monétaire. Euh, Premièrement, c'est l'idée du mythe du déficit, c'est-à-dire que comme l'État est investisseur, c'est-à-dire que il faut revenir sur le fait que l'État est investisseur en dernier ressort. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, à la fin des fins, c'est l'État qui a intérêt à la modernisation, donc c'est l'État, la puissance qui investit dans une société. Et la New Modern Monetary Theory va encore plus loin, c'est qu'elle dit que s'il est investisseur en dernier ressort, il peut être employeur en dernier ressort. Vous avez énormément disons, de visions économiques qui n'appartiennent qu'à cette école de pensée, dont nous avons traduit dans la revue que je dirige certains des maîtres de cette école qui est principalement anglo-saxonne. J'ai eu l'honneur d'héberger un jeune économiste français qui était un petit génie, enfin un petit génie, mais au sens professeur cosinus. Ah, je vais pas Vous voyez poser la question. Comment? Pardon? Non, non, allez-y, Pardon. continuez. C'était quelqu'un d'autre qui avait parlé en même temps. Il s'appelait Jean-Baptiste Bersac, qui était l'un des premiers traducteurs de cette école en France. Malheureusement, ce jeune homme est décédé depuis. Je vous renvoie à son ouvrage Sentinelle, qui est pour moi l'un des ouvrages pour l'instant les plus complets. Alors certes daté, vu que la dernière édition date de l'année de la mort de ce garçon. Mais si vous voulez, alors vous avez l'accusation facile sur la nouvelle théorie monétaire, c'est que celle-ci, en relativisant le déficit et donc en relativisant l'endettement, serait une trappe à dette. Je trouve que c'est un peu facile. Ce n'est, si vous voulez, quand vous connaissez un peu la nouvelle théorie économique, enfin monétaire, d'économie monétaire, en réalité, vous vous rendez compte qu'ils utilisent l'arme monétaire de façon principalement contracyclique. C'est-à-dire que l'arme monétaire ne doit pas être utilisée tout le temps. Si vous voulez, si l'économie va bien, ça ne sert à rien, si vous voulez, d'écraser une mouche avec un lance-roquette. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si à un moment l'économie va trop mal et les populations souffrent trop, si l'État doit, dans une période tout à fait limitée, avoir un régime, à employer les gens, à faire des trous, à creuser des trous et à reboucher des trous, il ne faut pas hésiter à le faire temporairement. Vous voyez? En réalité, l'une des grandes idées de cette théorie, c'est l'utilisation du budget de l'État de manière contracyclique. Or, évidemment, c'est l'antithèse de tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. La seule chose, c'est que ça mériterait au moins un débat démocratique. Moi, à titre personnel, je suis plus... bon, moi, j'ai été formé par l'école de la régulation aussi, donc, si vous voulez, donc moi, je suis quand même plus... je suis plus keynésien de base. Je suis plutôt pour l'utilisation du protectionnisme plus combiné à l'arme monétaire que l'arme monétaire toute seule. Donc après, le débat est ouvert. Je sais que là, on prépare une grosse conférence d'introduction à la nouvelle théorie monétaire pour mon équipe. On a trouvé un spécialiste de ça. Pour les francophones, je sais que j'ai des amis qui sont absolument allergiques à ça. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a le choix? Enfin, est-ce que le choix nous en serait donné? Non, parce que vous êtes dans l'eurosystème. Et dans l'eurosystème, il n'y a qu'une seule vérité économique. Or, là où nous en sommes,
Je pense qu'il faut retrouver un vieux mot qui est de Franklin Delano Roosevelt, qui au début du New Deal, quoi qu'on pense, et du personnage du New Deal par ailleurs, il disait à ses conseillers, faites quelque chose, essayez quelque chose. Donc, moi, je dis, si on doit l'essayer à un moment, il faut pas reculer. Il faut pas reculer. La situation est tellement grave qu'on ne va pas, a priori, refuser des moyens de s'en sortir. Et puis comme vous le dites, ça suppose de retrouver une souveraineté monétaire, oui, nécessairement Bah, pour de toute faire ce genre façon, c'est très d'action. simple, hein. Quand vous n'avez pas votre monnaie, donc vous n'avez pas votre budget, donc à la fin, vous n'aurez plus vos impôts non plus, hein. Faut pas se leurrer, hein. Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est comme une filière industrielle. Elle part par l'amont, elle part par l'aval, elle partira entière. Vous savez, c'est comme tirer sur le fil d'un pull. À la fin, si vous le tirez bien, vous êtes à poil. Et ben là, c'est pareil. Si vous voulez, il n'y a pas. Alors, quand j'ai vu certains mecs de la nouvelle théorie économique essayer à la Banque Centrale Européenne de se faire entendre, les mecs, c'est à se taper le derrière contre la suspension. Or, évidemment, ils se sont fait conduire, mais parce que l'euro, et c'est là où vous voyez que l'euro n'est pas une monnaie. Une monnaie n'est pas Une monnaie ne vous est pas servie avec un manuel d'utilisation, ne marche que si tu fais ça. Aucune monnaie ne fait ça. Si vous voulez, il n'y a que l'euro que vous ne pouvez pas utiliser pour le plein emploi. Je rappelle que dans les statuts de la Banque centrale britannique, il est marqué pour le bien public et le bien-être du peuple. Enfin, c'est pour le bien public et la prospérité du peuple, pardonnez-moi. Or, c'est impensable en eurocratie. Impensable, et de toute façon, ce serait pensable, ce serait pas faisable. Parce que justement, ce qui relève d'une identité économique d'un des États n'est pas transposable à l'autre. Si vous voulez, vous me permettez juste un point là-dessus. Vous avez 70 unions monétaires qui se sont cassées la gueule au XXe siècle. Personne n'en est mort. Personne. En tout cas, par contre, si vous maintenez des systèmes qui ne demandent qu'à mourir par la brutalité, plus dure, si vous voulez, c'est simple, hein, c'est de l'accumulation de puissance vers le choc. Si vous voulez, vous accélérez vers l'iceberg, en fait. Et donc, vous démultipliez la force d'impact. Voilà, si vous voulez, dans l'eurosystème, vous n'aurez pas le choix. Et moi, je suis prêt à tous les débats. Si vous voulez, moi, l'avantage, c'est que en tant que vu que j'ai fait du développement, et je remercierai jamais assez mon maître Jacques Sapir de m'avoir appris tout ce que je sais, qui est un homme exceptionnel, vraiment hors norme. Moi, c'est vraiment un des hommes que j'ai le plus aimé, à titre humain et personnel. Si vous voulez, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que moi, comme économiste du développement, je peux tout à fait battre un économiste de droite à droite, un économiste de gauche à gauche. Ça ne me dérange pas. Moi, la seule chose, si vous voulez, je suis prêt à tout ce que vous voulez pour qu'on s'en sorte. Moi, je peux tout entendre. Par contre, je peux vous dire une chose, tant que vous ne vous appartenez pas, tout cela reste du rêve. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis pur, je suis polonais et je voulais dire que le bolchevisme économique que vous osez nommer, en plus, en tant que keynésien, ça devrait faire résonner les gens ici. Par contre, moi je m'intéresse plutôt aux idéologies, je me spécialise là-dedans. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps, hein, la poussée idéologique socialiste de l'Union européenne, et ça saute aux yeux, et ça s'est transmis au gouvernement, et malheureusement, je pense que les gens ils comprennent pas ça, mais que ça soit appelé socialiste ou bolchevique ou fasciste, c'est à peu près la même chose, et c'est pour ça, moi, je proposerais de dénoncer, de mettre un nom sur ce satanisme, et de les appeler, c'est des fascistes, et il faut commencer à pouvoir le dire.
à sortir de la bien-pensance et, comme on dit, de cette idéologie de la bien-pensance. Parce que c'est ça qui va ils veulent nous empêcher de nommer les choses. Et, d'autre part, j'avais pensé à un slogan pour le mouvement Branco, justement pour passer au-delà des clivages dans lesquels ils nous ont enfoncés à coups de marteau médiatique, à coups d'ONG, etc. Et je voudrais un slogan qui rassemble les gens, d'arrêter de nous appeler nous-mêmes fascistes, communistes, entre LFI, RN, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Et bien sûr, oui. de dénoncer l'Union européenne. Et c'est pour ça, Je suis mon d'accord avec slogan vous. que je propose, c'est inflation égale corruption. Bon, de toute façon, alors, après, si vous voulez, on peut dialoguer à plus finir sur le pourquoi technique du comment, mais de toute façon, il y a de l'inflation et il y a de la corruption. En tout cas, il y a de l'inflation et il y a de la connivence autour, et de la connivence certainement porteuse de corruption. Donc pourquoi pas? Moi, si vous voulez, alors j'entrerai pas sur les slogans que votre mouvance doit prendre, hein, je ne me mêle pas de vos affaires. Ce que je remarque, et là vous avez tout à fait raison, c'est qu'à un moment, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, moi j'y ai siégé 5 ans, hein, pour vous le dire, hein, donc je peux vous dire que moi par exemple, la première heure de mon travail aux affaires étrangères, on m'explique que les populations représentent un ennemi intérieur. Les populations, soit dit en passant, les populations réfractaires. Donc ça visait à l'époque principalement les Français, les Hollandais. Tout simplement parce qu'ils avaient dit non par référendum. Et que ces populations réfractaires, qui sont un ennemi intérieur, étaient la garantie des ennemis extérieurs de l'UE, donc à savoir, à l'époque, nous sommes en 2014, à savoir dans l'ordre, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et le Brésil. Bon. Alors, je trouvais, sincèrement, moi j'ai vécu dans cette secte, parce que c'est une secte. Si vous voulez, une partie de ce que mes camarades et moi-même, j'ai gardé d'excellents contacts avec mes collègues et amis. Quand on en parle entre nous, on dit mais personne ne nous croira, de toute façon. Or, si vous voulez, vous avez affaire à des gens qui vous diabolisent parce qu'ils veulent. Alors, ils vous veulent pas, à vous et à moi, mon cher, ils nous veulent pas de mal individuellement. Nous sommes des graviers sous leurs chaussures. Donc, si vous voulez, ils nous veulent pas de mal. Enfin, ils nous traitent en luminaire, si vous voyez ce que je veux dire. Or, je pense que vous avez raison sur un point essentiel, c'est qu'il faut bien se rendre compte que la haine viscérale de la démocratie, et c'est pour ça, par exemple, que moi, aujourd'hui, je peux m'entendre avec un libertarien, parce que le libertarien, il n'a pas plus prise sur sa vie que moi. Moi, si vous voulez, je suis souverainiste parce qu'on parle de ce qui nous manque. Moi, si vous voulez, moi, je n'ai pas de liberté. Mon peuple n'a pas de liberté, donc je n'ai pas de liberté. Donc je suis devenu souverainiste pour ça. Parce que j'ai pas de liberté, j'étouffe. Et après, on peut s'engueuler sur des tas de choses, sur quelle liberté vous voulez. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que d'abord les foutre dehors. D'abord les foutre dehors, en faire certainement passer un ou deux à la caisse, je vous le dis franchement, parce qu'à un moment, il va falloir quand même solder les comptes. Et aussi, là où vous avez raison, alors, moi je suis historien des idées politiques, hein, entre autres, donc si vous voulez, en plus je suis spécialisé dans les années 30. Le problème, c'est que, alors ce n'est pas un fascisme en sens historique, mais c'est un fascisme en sens courant. C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui vont être de plus en plus agressifs, qui vont lorgner sur nos libertés, nous foutre des coups de latte. Je vous le dis tout de suite, hein, maintenant en plus qu'ils n'ont plus les États-Unis, ils vont nous taper dessus à bras raccourcis, comme agent de Trump, comme agent de Poutine, comme agent qui vous voulez. Et résultat, la prochaine étape, c'est la généralisation du scénario roumain. Hein. C'est-à-dire que l'eurocratie vous autorisera ou pas à vous présenter. Voilà, c'est ainsi que vont mourir de grandes nations.
Nous avons une menace en termes de liberté publique sans précédent depuis les années 30 sur le continent européen. Enfin, pour les années 30, pour les pays d'Europe de l'Ouest. Vous êtes d'origine polonaise, m'avez-vous dit, mon cher, donc, si vous voulez, vous, malheureusement, vous êtes mieux armés que nous, d'un certain côté. Car, malheureusement, l'asservissement, la Pologne le vivait encore il y a 30 ans, il y a 40 ans. Nous, moi j'ai une famille très marquée par l'histoire de la résistance et de la déportation, mais c'est la génération de mon grand-père, c'est pas la génération de mon père. Vous voyez ce que je veux dire?